Et on finit la session avec Tristan Goudou, qui est interne en chirurgie thoracique à Paris. Cher maître, chers consoeurs, chers confrères, je vous remercie de me laisser l'opportunité de vous présenter une partie des résultats de mon Master 2 qui intègre l'étude VAPOS-VAN qui a été mise en place par le docteur Étienne et qui a aussi bénéficié d'une collaboration avec les docteurs Attali et docteur Sandoz et qui porte donc sur l'étude de l'adaptation du couplage posturo-respiratoire après chirurgie thoracique. Donc, en brève introduction, vous n'êtes pas sans savoir que parmi les cancers en France, le cancer pulmonaire fait partie des plus fréquents et surtout le plus mortel. Et donc, fort heureusement, lorsqu'il est diagnostiqué à un stade assez précoce, il peut bénéficier d'une prise en charge curative par la chirurgie. Et donc, une fois qu'on a défini la taille de la résection qu'on allait envisager, différentes voies d'abord s'offrent à nous, soit l'historique chirurgie ouverte avec la thoracotomie, ou alors différentes techniques mini-invasives qui se sont récemment développées avec soit la vidéothoracoscopie ou alors la chirurgie robot assistée. Et donc, malgré le développement de ces techniques mini-invasives et la réduction des douleurs, par exemple, ou l'amélioration de la qualité de vie, eh ben, on garde quand même des complications qui sont grosso modo les mêmes qu'après chirurgie ouverte, à savoir des complications cardiaques, pulmonaires et aussi essentiellement des douleurs. Et donc, à l'ère de la réhabilitation améliorée après chirurgie, on a décidé de se focaliser sur la phase post-opératoire et d'interroger d'autres hypothèses physiopathologiques de notre morbidité. Et en se penchant un petit peu sur la littérature, on a trouvé alors quelques rares articles, mais des articles à fort potentiel selon nous, sur le lien entre biomécanique et chirurgie thoracique. Et donc notamment des altérations de données de stabilométrie, donc d'équilibre après chirurgie thoracique qui avaient rapport avec des perturbations de la course diaphragmatique notamment. Et un autre aspect important, c'était de voir la perturbation de la cinématique ventilatoire et les adaptations qui avaient lieu après chirurgie avec des stratégies qui différaient selon la voie d'abord utilisée. Donc à partir de ces considérations, on s'est rapproché de l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak aux Arts et Métiers à Paris, dont un des domaines d'expertise est le couplage posturo-respiratoire. Donc ce gros mot qu'est le couplage posturo-respiratoire, c'est quelque chose qu'on pouvait déjà pressentir avec les relations anatomiques entre la cage thoracique imbriquée dans le rachis, notamment donc la portion thoracique évidemment, et qui a ensuite été étudié sur le plan fonctionnel. Donc, d'une part, ce qui a été montré, c'est que chez un sujet debout, sans mouvement et a priori immobile, bah, il y a quand même des petits déséquilibres, des oscillations du corps, dont une partie est liée à la ventilation. Et donc, pour évaluer ce couplage entre posture et respiration, a été créé un indice que l'on nomme émergence respiratoire, qui est en soi une valeur entre 0 et 100%, normalement plutôt autour d'une dizaine de pourcents, et qui caractérise le poids de la ventilation dans ces oscillations chez une personne debout. Et donc il est à noter que ce couplage entre posture et respiration, on le note distribué tout le long des articulations de la chaîne posturale. Donc à partir de là, nous, on s'est demandé comment cette dynamique posture-respiratoire était altérée après chirurgie thoracique en mettant en place une étude ayant pour objectif d'évaluer la posture, le couplage entre posture et respiration après chirurgie, également de voir comment, par rapport à ces données en préopératoire, nos voies d'abord altéraient ces éléments. Donc pour ce faire, on a mis en place une étude interventionnelle prospective avec un recrutement des patients à l'hôpital de Tenon à Paris. À partir du moment où le cancer bronchopulmonaire non à petites cellules était diagnostiqué ou suspecté et que la décision chirurgicale avait été prise en RCP, la voie d'abord était évidemment pas randomisée pour des questions éthiques, mais suivait les recommandations de bonne pratique. On avait ensuite une phase d'examen préopératoire basée sur de l'analyse de mouvement et de stéréoradiographie biplanaire qui avait lieu au laboratoire de biomécanique des arts et métiers. La chirurgie avait lieu et on revoyait nos patients dans le mois qui suivait leur chirurgie pour réaliser la même batterie de tests.
Pour la stéréoradiographie biplanaire, vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment en chirurgie orthopédique, du système EOS, qui se base sur des radiographies prises sur un volume, enfin deux radiographies orthogonales qui nous permettent de reproduire ensuite une analyse volumétrique. Et donc pour nos patients, on les effectuait à trois volumes pulmonaires différents. Et ce qui nous permettait ensuite de créer des modèles tridimensionnels personnalisés sur lesquels on était capable de calculer certains angles d'intérêt. Pour l'analyse du mouvement, grâce à des caméras à haute fréquence d'acquisition et un set de marqueurs réfléchissants placés sur des endroits stratégiques, on est capable d'évaluer d'une part la cinématique ventilatoire et d'autre part les mouvements de différents segments corporels. On avait également dans la salle d'analyse de mouvement des plateformes de force nous permettant de recueillir des données de stamilométrie avec donc des ellipses de confiance de déplacement pour chacun de ces segments, à partir desquels on évaluait, enfin, on définissait un axe mineur et un axe majeur de déplacement. Et en couplant ces données, c'est à partir de ces données-ci qu'on calcule cet indice d'émergence respiratoire pour le centre de pression, mais également pour les autres segments corporels. On a choisi comme critère de jugement principal de prendre la syphose thoracique à la capacité résiduelle fonctionnelle et plusieurs critères de jugement secondaire en analyse de mouvement à l'émergence respiratoire du centre de pression et en EOS certains angles et mobilité costale dans les plans coronal et sagittal. Pour ce qui est de ces résultats sur une population intermédiaire de 10 patients, on avait la moitié d'hommes, en moyenne d'un peu moins de 70 ans, de morphotype qu'on pourrait dire standard, sans grands antécédents posturaux avant la chirurgie. Et bon, s'agissant d'une population de personnes atteintes de cancer du poumon, on avait 80% de fumeurs ou ex-fumeurs et avec des comorbidités telles que la BPCO. 60% des lésions traitées étaient finalement des cancers non à petites cellules, la majorité de stades localisés, et la moitié de nos patients avaient été opérés en chirurgie ouverte, pendant que l'autre avait été opéré par chirurgie robot-assistée. Pour les résultats obtenus en EOS, on n'a pas mis en évidence de différences significatives sur notre critère de jugement principal. Pour un de nos critères de jugement secondaire, pardon. Pour un de nos critères de jugement secondaire, on a mis en évidence une tendance à la diminution de de l'ampliation thoracique au niveau du plan sagittal. Et pour l'analyse de mouvement, à noter une augmentation significative de la fréquence respiratoire après la chirurgie. Et pour ce qui est des données au niveau de notre centre de pression, on note des tendances qui diffèrent selon l'axe de mouvement considéré. Donc une tendance à la réduction du mouvement au niveau de l'axe mineur et une augmentation de mouvement sur l'axe majeur et une relation inverse au niveau du poids de la ventilation sur ces mouvements observés. Donc, avec ces premiers résultats, d'ores et déjà, on a pu remarquer un constat clinique qu'on avait déjà, à savoir une ampliation thoracique qui est modifiée après la chirurgie thoracique, mais reste à évaluer si c'est uniquement le fait de la douleur ou qu'il y a des considérations biomécaniques supplémentaires. Et surtout, bah, après cela, qu'est-ce qu'on fait de ces données, comment on les rentabilise? Avec la poursuite des inclusions, on espère évaluer finalement la différence de poids de notre voie d'abord. Et pour ce qui est de l'émergence respiratoire, en la calculant aux autres niveaux de la chaîne posturale, de pouvoir définir les stratégies d'adaptation que nos patients peuvent mettre en place. En conclusion, on a pu, grâce au système EOS, avoir une évaluation simple et intéressante des déformations structurelles et de mécanique au niveau thoracique après chirurgie. Et au niveau de l'émergence respiratoire, cet indice novateur paraît pertinent à évaluer dans ce contexte. Et en couplant les données de ces deux examens, de pouvoir à terme espérer proposer des programmes ciblés de réhabilitation post-opératoire, sachant on manque un petit peu de recommandations sur ce domaine dans notre spécialité. Et en poursuivant nos inclusions dans cette étude, on compte continuer la collaboration assez enrichissante avec l'équipe d'ingénieurs du laboratoire de biomécanique et espérer
faire valoir ces résultats auprès de nos patients. Je vous remercie. Merci pour votre communication. Est-ce qu'il y a des questions? Parlez fort, hein. Non, non. Donc, vous n'avez pas étudié s'il y avait une corrélation entre la morbidité post-opératoire et le taux de déformation? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, vous n'avez pas de programme de préhabilitation pour voir dans quelle mesure ça peut changer la donne aussi sur ces déformations? Alors, merci pour vos deux questions, professeur Catan. Pour la première, c'est des données qu'on a recueillies, que ce soit pour l'évaluation numérique de la douleur ou pour des questionnaires de qualité de vie, que je n'ai pas encore rentabilisé en termes de résultats sur cette population intermédiaire. En tout cas, l'idée, c'est de voir si une partie de notre morbidité peut être en rapport avec ces déformations. Donc, on a pour projet de l'étudier. Et pour la deuxième question, alors effectivement, on a des programmes de préhabilitation qui font partie des trois phases de la RAC, si je puis dire. Là, l'idée, c'est de valoriser cette troisième partie, puisque autant on a des programmes de préhabilitation, autant sur la réhabilitation post-opératoire et les consignes qu'on donne aux kinésithérapeutes. Alors, ils savent très bien faire leur travail, il n'y a aucun souci là-dessus, mais on n'a pas de points ou même de marqueurs objectifs de suivi de la réhabilitation de nos patients. Donc, c'est ce qu'on espérait euh, obtenir avec cette étude. Ouais, félicitations. À un moment, tu as dit que c'était pas éthique de randomiser des voies d'abord, mais moi je dirais que c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est justement parce qu'on randomise pas les voies d'abord à leur émergence qu'on passe des années et parfois 20, 30 ans dans nos congrès à parler que de voies d'abord. Et c'est le cas en chirurgie thoracique. Dans nos congrès, on parle aujourd'hui quasiment que de voies d'abord et de segments versus haute chirurgie. C'est justement parce qu'on n'a pas randomisé et il n'y a absolument pas de problème éthique. Il y a plein d'études randomisées en chirurgie, y compris, c'est très difficile à faire, hein, parfois sur des innovations. Donc ça, c'était une des remarques. Et je pense que l'étape d'après, c'est en effet de corréler finalement ces résultats intéressants aux complications. Et c'est pas certain que justement, il y a une corrélation. C'est ça qui est assez troublant. Merci pour votre question, professeur Martineau. L'idée, c'était en fait comme je le disais au début, d'imaginer notre morbidité selon un autre axe de travail, avec des outils assez novateurs en biomécanique. Et tout d'abord, la première phase, bon, alors on a monté l'étude pour avoir des résultats un peu sur tous les aspects que vous soulevez. Mais la première étape, c'était tout simplement déjà de voir si c'était possible pour nos patients de leur faire cette évaluation en préopératoire et en post-opératoire. D'analyse de mouvement et ensuite en effet et c'est une autre paire de manches de voir si s'il y a un retentissement clinique qui est en rapport avec ces altérations. Mais déjà d'avoir des critères un peu plus objectifs que juste notre œil clinique au lit du patient pour guider la réhabilitation, euh, j'ai l'impression que c'est quand même assez intéressant. Est-ce que vous pensez que votre étude permettrait de recruter des malades qui, pour l'instant, apparaissent pas opérables? C'est une bonne question. Je pense que ça rebondit avec la réflexion du professeur Catan sur la préhabilitation avant chirurgie. Euh, J'ose l'espérer, mais c'est un peu cavalier de s'engager pour l'instant. Un objectif. C'est l'objectif. Voilà, je trouve ça tout à fait inattendu hein, pour la chirurgie thoracique, mais d'un autre côté, il y a un point excessivement important. Cette méthode de créer les avatars posturaux, je veux dire, aussi bien pour avec les OS, je veux dire, on va transformer complètement la chirurgie orthopédique. Je veux dire que là, dans ce domaine-là, on est en train de se rendre compte, quand on voit des chirurgiens orthopédistes, c'est véritablement, on voit le genou, comment est la stabilité du genou, comment est la hanche, etc. C'est évident que c'est l'ensemble postural et dynamique qui doit être pris
en compte dans la planification et qui interviendra véritablement dans les décisions, qui permettra aux orthopédistes d'évoluer. On a eu des présentations d'un laboratoire de Lausanne très avancé et le Charpat aussi est très avancé dans ce domaine. Et je crois qu'il faut... Voilà, c'est une voie parmi toute l'évolution avec l'intelligence artificielle dedans qui vont transformer énormément, en tout cas, de nos pensées et de nos visions de la biomécanique. Hein. Merci. Merci beaucoup.